Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Près de 3 semaines que le déclenchement de la guerre en Ukraine est à la une de l'actu. Près de 3 semaines qu'une grande partie du monde s'indigne et met en place de vastes opérations de solidarité. Quant aux conséquences du conflit en dehors de l'Ukraine, elles commencent très sérieusement à se faire ressentir et à inquiéter. Débat transversal cette semaine pour parler de l'accueil des réfugiés dans notre département, pour parler des conséquences en termes d'économie, d'agriculture, de transport dans notre département. Nos invités de la semaine, Jean-François Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes transporteur, les transports Paquet à Contrexéville, et vous êtes ici aussi et surtout en tant que président de l'antenne départementale de la Fédération nationale des transporteurs routiers. On va évidemment parler des prix du carburant, entre autres. Jean-Louis Daoulas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Croix-Rouge des Vosges, chargé plus particulièrement de l'accueil d'urgence. Donc là, évidemment, il va être avec vous question de l'accueil des réfugiés. On va se détailler tout ça dans quelques instants. Nathalie Vaxelaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG des usines Tran de Golbet et de Charmes. Et vous êtes également la présidente déléguée de l'UIMM Lorraine. UIMM, Union des industries du métaux et de la métallurgie. voilà, la métallurgie, évidemment, un des gros pourvoyeurs d'emplois et d'activités dans l'industrie des Vosges et de Lorraine. Et enfin, Jérôme Mathieu, bonjour. Bonjour. Dans quel sens on va dire? Allez, agriculteur à la Bresse, président de la Chambre d'agriculture des Vosges et évidemment vice-président du conseil départemental des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, évidemment, on va faire le point sur les diverses matières premières qui sont produites sur notre département, avec quel impact et avec quelle évolution, évidemment, des productions, des coûts, etc. Jean-Louis Daoulas, nous sommes jeudi, en date de lundi dernier. 160 réfugiés ukrainiens avaient été accueillis dans les Vosges. On va tout de suite voir d'ailleurs quelques images. On les a tournées, ces images, mardi. C'était à Gérardmer. C'était des images des 43 réfugiés ukrainiens, très exactement, qui étaient arrivés la veille, lundi. 3 catégories, j'ai envie de dire, de formes d'arrivée dans notre département de ces réfugiés ukrainiens. Quelles sont-elles? Oui, voilà, donc on a effectivement trois formes de réfugiés. Il y a eu un premier élan de solidarité par quelques associations, donc aide à l'Ukraine ou des éléments comme ça, je ne connais pas les noms exactement, donc qui sont allés, qui étaient déjà en relation avec des Ukrainiens par des activités culturelles. Il y avait donc un lien et c'est ce lien qui a joué pour faire venir les personnes en France. Alors, association culturelle ou association artistique aussi. Artistique, on pense évidemment à Luba, l'Or-Ukraine. Voilà, en particulier. Donc ça, c'est le premier type d'arrivée. Le deuxième type, c'est donc les personnes qui arrivent en ayant déjà été accueillies aux frontières par les associations Croix-Rouge et autres organismes sur les frontières polonaises, donc ukrainienne, moldave, enfin tout ce qui entoure l'Ukraine, et qui donc sont pris en charge par l'État, en particulier depuis la plateforme de Strasbourg. Donc c'est donc les 41 personnes que vous avez évoquées qui sont arrivées par ce canal-là lundi. Et puis il y a quelques initiatives personnelles qui font que on a des personnes qui sont arrivées en France et qui donc ont été pris en charge, je dirais, d'une manière habituelle, c'est-à-dire que c'est passé par la plateforme du 115, qui est donc la plateforme qui permet d'appel d'urgence. Et donc ces personnes ont été récupérées et logées dans des hébergements d'urgence dans un premier temps. Jérôme Mathieu, vous n'êtes pas en charge de l'activité sociale et j'ai envie de dire de solidarité au sein du conseil départemental, mais le conseil départemental va avoir un rôle à jouer, bien sûr. Alors, pas de coordination, mais peut-être de facilitateur dans cette opération de solidarité. Effectivement, forcément, le conseil départemental, la compétence sociale, l'aide aux familles, etc., l'enfance. Donc le département va forcément avoir, avec ses équipes d'accompagnement des familles, d'accompagnement des enfants, aura forcément un rôle et il travaille de toute manière de concert avec la préfecture et l'ensemble des organisations pour voir comment on peut venir en aide et être utile dans les dispositifs qui vont exister d'accueil des réfugiés. On pense évidemment à la maison des enfants pour ceux qui seraient isolés de Golbet, mais bon, en l'occurrence, là, c'est beaucoup moins le cas par rapport à d'autres personnes d'origine autre que ukrainienne. Là, Jean-Louis Daoulas, c'est vraiment
en très grande majorité, comme on le voit partout évidemment, Donc, des enfants et des femmes. des enfants et des femmes, donc sur... Des enfants accompagnés. Des enfants accompagnés, voilà. Donc on a la majorité, ce sont des... La structure familiale reste en partie. C'est-à-dire qu'on a parfois les grands-parents qui sont accompagnés des filles, des brus et des enfants. Voilà. Et pour quasiment, à peu près, pas tout à fait, mais 50% d'enfants sur l'ensemble des personnes qui sont arrivées. Alors on va penser évidemment, et on va les citer, toutes les associations solidaires d'entraide humanitaire qui interviennent sur le département. Je ne vais pas être exhaustif, mais on pense à la protection civile qui a joué un rôle notamment dans l'acheminement de produits divers et variés qui ont été collectés et qui ont été envoyés en Ukraine ou dans les pays limitrophes plutôt en urgence. Voilà, le secours catholique, le secours populaire, tout le monde, j'ai envie de dire, branle-bas de combat. Alors, branle-bas de combat est à différents niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'association de protection civile a travaillé avec l'association des maires et on fait le choix de récupérer du matériel et d'aller sur place dans la mesure où c'était possible. Au niveau de la structure Croix-Rouge française, notre optique est légèrement différente. C'est pour ça que nous avons, dès le début, fait appel à dons financiers, parce que nous travaillons directement avec les Croix-Rouges ukrainiennes sur place, qui sont sur place. Par l'intermédiaire de la fédération ou du CICR, et pour répondre vraiment aux besoins qui sont sur place. Et on favorise l'achat du matériel sur place, puisque la Pologne est un pays européen qui a des moyens. Donc, de cette manière-là, on gagne, je dirais entre guillemets, les coûts, les frais de camion, les frais d'essence, et ça nous permet d'avoir plus de matériel mis à disposition et très très ciblé, puisqu'on répond aux demandes des sociétés sœurs. Nathalie Vaxelaire, vous êtes aussi vice-présidente ou membre du bureau à la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Est-ce qu'il y a aussi un branle-bas de combat dans cette solidarité humaine et pour le coup dans le monde de l'entreprise? J'ai envie de dire, c'est peut-être pas évident de prime abord, mais voilà, c'est dans toutes les têtes, des dons divers et variés. Effectivement, au niveau des entreprises, il y a eu un élan de solidarité qui, d'un côté, a permis à des salariés de donner tout ce qu'ils pouvaient donner, enfin, par rapport à ce qui était demandé, c'est-à-dire des couvertures, des vêtements chauds, des produits de première nécessité, non périssables évidemment. Et c'est vrai qu'il y a eu un élan de générosité. Et il y a des entreprises comme Maufray qui nous ont mis à disposition des camions pour qu'on puisse acheminer tous ces biens vers l'Ukraine. Donc oui, c'est un élan de solidarité, mais entre entreprises et au sein des entreprises. C'est encore plus beau. Enfin, je veux dire, tout le monde a mis ses moyens à disposition et ensemble, on a envoyé quelques camions. Les petits comme les gros, j'ai envie de dire, Jean-François Paquet, parce que Nathalie Vaxelaire vient de parler de Maufray. Voilà, c'est un très gros transporteur. On va se détailler évidemment les incidences sur l'activité économique ultérieurement, mais vous l'avez ressenti ça aussi? Vous êtes un petit transporteur, si je peux me permettre cette expression, parce que vous n'avez entre guillemets que 50 camions, voilà, 50 porteurs. Oui, tout à fait. Tout le monde a joué le jeu, quoi. Vous l'avez ressenti? On l'a bien senti, oui. Okay. Et puis sur les territoires, vous êtes à Contrex, voilà, c'est localement que les choses se sont organisées avec des points de collecte et des points de rapatriement vers des centres un peu plus importants. Tout à fait. Jean-Louis Daoulas, je vous propose d'écouter deux Ukrainiens, dont un enfant, un témoignage assez poignant. On leur a tendu le micro donc, mardi dernier à Gérardmer. Deux interviews enregistrées par Nicolas Brédard et Anne Didier. On est parti d'Ukraine 24 février quand la guerre a commencé. On est venu dans la France par Allemagne. Nous sommes très bien accueillis ici et cela nous impressionne de voir à quel point les Français sont gentils, heureux de nous aider et d'être à nos côtés. Ça fait vraiment chaud au cœur.
Voilà, quelques propos rassurants et qui font chaud au cœur aussi pour nous de les entendre, évidemment, de les savoir en sécurité. Petite précision, le petit garçon, pourquoi il parle français? Tout simplement parce qu'il était au lycée, enfin dans une école, pas au lycée, dans une école française à Odessa. Jean-Louis Daoulas, on l'a dit tout à l'heure, branle-bas de combat, tout azimut sur l'aspect vestimentaire, sur l'aspect alimentaire et sur l'aspect logement. Vous intervenez sur ces 3 volets. Voilà, donc on passe, j'allais dire, sur la deuxième phase de ce qu'on appelle le début de la post-urgence, dans notre jargon un peu, donc qui est effectivement maintenant que les personnes sont à l'abri, entre guillemets, de leur permettre de... vous avez employé tout à l'heure le terme de résilience, donc de pouvoir... C'est le fameux nom du plan de résilience présenté hier, oui, mercredi, par le... Indépendamment du plan, c'est c'est donc les aider à pouvoir se réinsérer, à reprendre une vie normale, pour autant que ce soit possible pour eux. Donc au moins leur apporter un appui matériel qui leur permette de se poser, et bien sûr après un appui psychologique qui va être peut-être plus long à faire et qui va demander d'autres efforts, mais on a déjà commencé par, donc ça dépend des vêtements, de la nourriture et de l'hébergement. Des bénévoles de la Croix-Rouge de Gérardmer ont pris sous leur aile quelques réfugiés, enfin réfugiés entre guillemets, quelques personnes déplacées, et pour leur faire visiter Gérardmer, les amener au lac. Ce matin, on a amené quelques-uns sur le marché pour pouvoir commencer à les intégrer et puis aussi les faire se poser et voir que voilà, ils sont maintenant dans un endroit où ils vont pouvoir poser, se calmer. L'important étant aussi, ils ont eu dès hier, seulement hier, un accès Internet qui leur a permis, pour certains, de reprendre contact plus facilement avec la famille, quoi. Voilà. Et puis il y a tout l'aspect purement administratif qui a son importance aussi quand on vient d'un pays hors de l'Union européenne, évidemment, comme l'est l'Ukraine. Je vous propose d'écouter le préfet qui nous détaille très succinctement les tenants et les aboutissants de l'autorisation provisoire de séjour qui a été mise en place, évidemment, en urgence face à cette crise humanitaire. Cette autorisation pour de séjour leur permet aussi une ouverture de droits sociaux et donc de couverture médicale, mais en même temps, elle leur permet, selon quelques modalités qui ne sont pas très compliquées en réalité, de pouvoir, si elles le souhaitent, accéder évidemment à une offre d'emploi ou de formation, donc de façon à leur permettre finalement d'optimiser leurs conditions de séjour. Voilà, alors ils n'en sont certainement pas encore dans ces considérations, les personnes qui viennent d'arriver sur notre département, je le répète, 162 Ukrainiens, en grande majorité des enfants et des femmes. Pour autant, Jean-Louis Daoulas, ça a son importance, tout ça, bien sûr. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais ça a une importance parce que quelques personnes ont déjà émis le vœu de rester en France. Donc ça leur permet de pouvoir se projeter. Et effectivement, avec la semaine ou les 15 jours qu'ils ont vécu, certains ont nécessité de passer devant un médecin, ils sont partis sans leurs médicaments, certains avaient des pathologies qui nécessitaient des soins, donc c'est très important que très rapidement ils puissent retrouver les soins dont ils ont besoin, quoi. Quid de l'impact psychologique? Est-ce que vous avez senti des détresses psychologiques? Pour nous, c'est compliqué à voir. Les personnes étaient calmes, relativement sereines, mais il y a quand même un temps d'adaptation. On a eu l'exemple des 2 enfants qui parlent français, et en fait, quand ils sont arrivés, on ne s'en est pas rendu compte, parce qu'ils n'étaient pas dans un état qui leur permettait de pouvoir se dire je vais peut-être utiliser la langue que je connais. Donc il a fallu qu'ils soient stabilisés, un petit peu stabilisés, pour dire je vais pouvoir utiliser les connaissances que j'ai et faire des demandes. Donc effectivement, après le passage du préfet, pour l'anecdote, il y a un enfant qui a dit: est-ce que vous avez quelque part une guitare? Donc ça veut dire que pour les enfants, ça redémarre par l'intermédiaire d'une guitare, par l'intermédiaire des jeux
qui ont été mis en place immédiatement par rapport aux petits, donc de manière à pouvoir redémarrer une vie. Avec évidemment cette incertitude horrible qui plane au-dessus de leur tête, à savoir que sont devenus les pères, les oncles, les frères qui sont restés là-bas, qui restent là-bas. Merci d'en parler parce que le rôle de la Croix-Rouge dans ce type de conflit est de permettre ce que l'on appelle le rétablissement des liens familiaux. C'est-à-dire qu'il y a une cellule qui est organisée par la Croix-Rouge à la demande de l'État qui permet aux personnes qui sont arrivées ou aux personnes qui quitteront le conflit plus tard, mais par d'autres voies, de pouvoir retrouver leur famille. Et j'en profite pour donner le site qui s'appelle recherche avec un S @croix-rouge.fr où toutes les personnes qui souhaitent... Ça, c'est une adresse mail. C'est une adresse mail. Toutes les personnes donc, qui souhaitent avoir des nouvelles de personnes dont ils n'ont pas peuvent contacter. Et comme ça, dans la mesure du possible, au fur et à mesure, soit du conflit ou après l'arrêt de conflit, c'est-à-dire aussitôt qu'il y a des personnes qui sont déplacées et qui n'arrivent plus, comme on travaille avec la société, toutes les sociétés Croix-Rouge, ça permet de pouvoir remettre. Recherche avec un S au pluriel @croixrouge.fr. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Effectivement, ça peut avoir son importance. Ça va peut-être pouvoir avoir son importance selon l'évolution du conflit et évidemment des conséquences et des arrivées sur notre département. On passe tout de suite, si vous voulez bien, aux conséquences autres et principalement sur notre département en termes d'économie, en termes de productions agricoles, etc. On a énormément de choses à dire. Dans les très grandes lignes, Nathalie Vaxelaire, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Disons qu'on sort d'une période qui était déjà très compliquée avec une crise de l'offre, clairement. Et là, on rentre dans une seconde période de crise qui est encore plus violente dans la mesure où pour certains composants, pour certaines matières premières, aujourd'hui, on n'a plus de visibilité sur les approvisionnements à venir. Alors, je parle pour les industriels d'une manière générale, Et effectivement, il y a une prédominance de la Russie sur un certain nombre de minerais. Le plus facile et le plus simple qu'on utilise tous les jours, le minerai de fer. La Russie est le 5e producteur mondial. L'année dernière, on a vu les cours évoluer de 650 € à 1100 la tonne, et maintenant on est à 2500. Donc vous imaginez quand même que cela a des impacts significatifs. Pour tous les producteurs, évidemment, parce qu'il va falloir trouver de l'acier, il va falloir pouvoir répercuter ça aux clients. Comment ? C'est vraiment très complexe. Alors en plus, effectivement, si la Russie ne fournit plus, alors aujourd'hui on ne sait pas comment ça va évoluer, mais si la Russie ne fournit plus, où aller chercher ? Aujourd'hui, on a des quotas qui ont été mis en place par l'Europe et qui concernent l'Asie, mais y compris la Turquie. Donc aujourd'hui, on va rapidement atteindre les quotas qui ont été fixés au début janvier. Où va-t-on aller chercher l'acier ? Donc il y a vraiment beaucoup de choses à réinventer, et c'était un petit exemple, mais qui nous parle, parce que l'acier, on l'a tous les jours. Il y en a partout. Dans les voitures, dans ce qu'on utilise à la maison, nos machines, nos équipements, il y a de l'acier partout. Le simple moteur, le simple outil, souvent, alors il n'y a pas que de l'acier, il y a des alliages, etc., mais il y a de l'acier partout. Donc ça parle beaucoup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un point d'interrogation majeur, ne serait-ce que sur ça. Mais il y a d'autres matières premières qui viennent de Russie. Finalement, on a oublié un petit peu les grands flux au niveau de certains minerais. Le nickel, vous parliez. Oui, alors le nickel, oui, effectivement. Ça, la Russie, c'est le 3e pays producteur. Nornickel, qui est une grande entreprise russe, c'est le premier producteur mondial. Donc le nickel, aujourd'hui, c'est partout. Alors on pense au nickel, bien sûr, pour les batteries des voitures électriques. Ça, on y pense tout de suite. Par contre, le nickel, on en a besoin absolument pour les traitements de surface. C'est-à-dire toute la tôle sur vos véhicules sont traitées avec du nickel. Donc aujourd'hui, la situation est tellement critique que le nickel n'est plus coté. C'est-à-dire que la bourse d'échange de Londres ne cote plus le nickel.
Donc, il y a Donc, des ce qui veut dire que... incertitudes. Alors, Des incertitudes, pardon, on va se détailler un petit peu les choses. Qui dit un produit qui n'est plus décoté, une matière première qui n'est plus décotée, comment on fait pour l'acheter? On ne peut plus pour le moment. Donc il y a des incertitudes énormes. Alors il existe d'autres producteurs, hein, mais les filières ne sont pas en place. Mhm. Alors, une opportunité, c'est la Nouvelle-Calédonie, mais en aucun cas on pourra remplacer immédiatement les volumes Les volumes, ouais. qui étaient fournis par la Russie. Alors encore une fois, aujourd'hui la Russie n'a pas dit je ne vous livre plus. Il est clair que pour aller chercher la matière en Russie, ça va être compliqué. Hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de camions qui traversent certaines zones. Alors, il faut prendre d'autres itinéraires. C'est clair. Mais que va-t-il advenir de ces liens commerciaux? Comment vont-ils évoluer dans le temps? On a beaucoup d'incertitudes quant à ça. Et aux mesures de rétorsion, voilà, comment avec les vont-elles être restrictions. mises en place? Ça encore, c'est une incertitude. Donc aujourd'hui, effectivement, pour tous les gros utilisateurs de nickel, ben, il y a on n'a pas de visibilité. À court terme, c'est critique. On pourrait être amené à arrêter des lignes, mais il faut penser au futur. Et c'est ça la difficulté. Hein. On a vu quelques images tout à l'heure, on vous a vu à l'image chez vous, dans les usines Tran de Golbey et de Charmes. Alors, on ne va pas trop se détailler les choses sur Tran, mais donnez-nous quand même un petit peu la tendance chez vous. Quid de l'activité? Est-ce que vous êtes quand même quelque chose comme 600 salariés entre les deux usines. Donc voilà, ça touche beaucoup de Vosgiens, ça touche beaucoup de familles, évidemment, de tout le bassin de population de la Moselle. Quid de l'activité de la Tran aujourd'hui, demain et puis peut-être après-demain, si vous savez nous dire? Alors jusqu'à présent, on avait un bon carnet de commandes. Alors quant à vous dire comment ça va évoluer demain ou après-demain, sincèrement, j'en suis bien incapable. Vous fabriquez des systèmes de chauffage divers et variés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, l'opportunité, effectivement, pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique des systèmes de climatisation de chauffage, mais qui permettent de réduire significativement la consommation énergétique. Donc, c'est vrai qu'on a connu beaucoup de succès grâce à ces appareils, qu'on a innové beaucoup dans ces technologies ces 5 dernières années, et ça a été porteur de succès. Maintenant... Encore faut-il trouver des clients, et encore faut-il pouvoir les produire. Je répète, Oui. une baisse d'activité là tout de suite n'est pas à l'ordre du jour. Une baisse d'activité n'est pas à l'ordre du jour, mais comme tous les gens de l'industrie aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On n'a pas les réponses, d'accord? Donc je ne peux pas vous répondre. Bien sûr, on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir satisfaire nos clients. On espère que la demande va rester aussi forte. Mais il est difficile aujourd'hui d'estimer l'ampleur de la crise. Sincèrement. Jean-François Paquet, vous êtes un des acteurs évidemment de toute cette chaîne de production, puisque les transports, c'est fait pour amener des matières premières, c'est fait pour exporter évidemment à l'extérieur de nos départements des produits plus ou moins terminés, ou plus ou moins finis bien sûr. Quid de votre activité à vous? Vous nous racontiez deux activités, oui, séparées, bien distinctes, une impactée, l'autre pas du tout. Les deux, pas encore. Les deux, pas encore, parce que la partie BTP continue à travailler, on n'a pas de soucis particuliers. Et des camions toupis. Des camions de béton qui transportent du béton, voilà. c'est plus classique. Ça de l'autre marche. côté, ça marche, oui, tout à fait. Et de l'autre côté, des semi-remorques qui transportent de la marchandise sur palette. Principalement de l'alimentaire. Voilà. Principalement. On pense évidemment à Nestlé, qui dit Contrex dit Nestlé Waters, les eaux de Vittel et de Contrex. Et pour l'instant, on est en train de préparer, on espère, la consommation qui y aura lieu cet été. Donc on surstocke pour pouvoir faire face aux demandes de cet été. Alors, j'ai cru comprendre, hein, dites-moi si je me trompe, Nestlé n'exporte plus de Vittel et Contrex en Russie. Ah, ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ont perdu le marché allemand et autrichien, ce qui fait une réduction d'activité pour l'apport des matières premières. D'accord, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, mais c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, tout à fait. Alors, il y a autre chose qui est très très conjoncturel pour vous, évidemment, c'est le prix du carburant. C'est le carburant. Allez, racontez-nous un petit peu où vous en êtes. Le carburant, c'est simple. J'ai relevé le 15 mars de l'année dernière 1,34. Aujourd'hui, plus de 2 euros. Vous payez le même prix que le conducteur, que le citoyen lambda?
je paye le même prix hors taxe. Sauf que voilà. Sauf qu'il n'y a pas la TVA. Et la ristourne de l'État, c'est de 1 centime le litre. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'aide de la part de l'État pour cette consommation de carburant, qui est quand même notre énergie première. On n'a pas d'autre moyen pour faire avancer un camion que du gasoil. Vous m'aviez dit en préparant cette émission, grosso modo, l'année dernière, 800 000 euros de frais d'essence pour faire rouler votre cinquantaine de camions. Là, cette année, on s'oriente sur un minimum de plus 30%. Tout à fait. Comment vous allez faire? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. C'est vrai que c'était là une émission dans laquelle on pose beaucoup de questions là aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas de réponse. C'est vrai, je ne sais pas comment faire. Je vais aller voir mes clients, je vais les augmenter. Si je les augmente, est-ce qu'ils pourront répercuter à leurs clients eux-mêmes? On n'est pas convaincu. Donc on attend une aide de l'État très importante. Et d'ailleurs, ma fédération, avec la Fédération allemande des transporteurs et des pays nordiques, demande carrément à l'Europe de suspendre tous les quotas et de suspendre les aides fiscales pour les entreprises. C'est-à-dire que les quotas qui ont été mis pour ne pas aider les entreprises, pour une certaine libre concurrence, que ces verrous sautent, pour pouvoir avoir un ballon d'oxygène pour pouvoir tenir, mais tenir effectivement en combien de temps, ça on ne sait pas encore. On va voir quelques images, notamment de vos confrères de la MGE, et puis des images de transport sur notre département. Notre département est un département très industriel, encore et toujours, avec de belles entreprises qui doivent donc faire venir de la marchandise et, je l'ai dit tout à l'heure, exporter les produits. Donc le transport a une grosse part d'activité, tant locale qu'à l'international. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis permis de le préciser, un petit transporteur. Est-ce que ça va être plus compliqué logiquement pour vous que les gros transporteurs comme MGE qu'on vient de voir à l'antenne? On pense à MGE, on pense à Maufray, on pense à Transalliance. Le problème, ce sont les volumes. Une entreprise qui aura besoin de beaucoup de camions ne pourra pas éviter une hausse certaine des prix de transport. Pour une PME comme la mienne, c'est plus compliqué d'aller voir les clients et de leur expliquer « Monsieur, je vous passe 5% de hausse, 6%. » Là, ça va être très difficile. Le rapport de force. Ça va être difficile. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Ben, je vais mettre ma cravate et puis je vais aller voir leurs clients pour leur expliquer qu'il y a des hausses de coûts à passer. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer que si vous n'êtes pas en mesure, on va être vraiment très clair, si vous n'êtes pas en mesure de répercuter des hausses de coûts, est-ce qu'on peut imaginer qu'en interne, vous puissiez vous réorganiser différemment pour avoir moins de charges, tout simplement, et assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise? C'est très difficile parce qu'on est déjà en pénurie de conducteurs, donc on ne peut pas se permettre de réduire énormément les heures. Et si on réduit les heures, les camions ne vont pas tourner. Donc il n'y aura pas de recettes, pas de chiffre d'affaires. Donc on est dans un système où on ne voit pas la solution immédiate. Il faut absolument des aides de l'État. Ça, c'est impératif. Bon, on peut en parler tout de suite. Hein. Le plan de résilience a été annoncé pas plus tard que ce mercredi. Résilience, hein, le terme est de nouveau très fort, évidemment. On avait commencé à l'entendre par rapport à pendant la crise sanitaire. Voilà, là, j'ai envie de dire, il est établi. Voilà, c'est le nom du plan. Alors, le nom du prochain plan, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça sera encore plus grave si tel doit être le cas. Les annonces qui ont été faites, elles vous satisfont? Le problème, c'est qu'elles sont un peu tard. On attend le mois d'avril pour préparer quelque chose. Là, c'est tout de suite, immédiatement qu'on a besoin. C'est tout de suite. Oui, vous êtes véritablement à 15 jours près. Tout à fait. De toute façon, le carburant, on le paye à 15 jours. Donc, on reçoit les hausses immédiatement et on répercutera à nos clients le pied de facture gasoil que d'ici lors des factures de fin de mois. Donc, pour un règlement, 30 jours. Très concrètement, pour vous, transporteurs, de quoi s'agit-il dans le plan de résilience? Les aides? Il y a déjà un centime le centime dont vous nous avez parlé. Alors là, le centime, il ne bougera pas, mais au départ, il devait même être supprimé pour pouvoir avancer vers les énergies renouvelables, qui, pour l'instant, n'existent pas dans le transport, à part le gaz. Et le gaz a pris 400%. Donc, je veux dire, c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Après, on nous parle de 15 centimes par litre. On ne sait pas ce qu'il en est. Et puis, d'une prime de 1 500 € sur 4 mois. Pour l'instant, c'est encore assez vague. Nathalie Vaxelaire, dans les grandes lignes, ce plan de résilience, plein de choses à dire. Hein. De nouveau, on parle de prêts garantis par l'État, d'avance sur trésorerie, de chômage partiel. On n'en est pas encore là dans les Vosges, a priori, mais quoique, hein, Jérôme Mathieu,
Vous avez entendu dire qu'il y a déjà quelques entreprises qui pourraient avoir recours sur certaines lignes de production à du chômage partiel. Voilà, c'est vraiment tout frais. On parle aussi de report de charges. Et alors, Nathalie Wexler, c'est là j'en viens en ce qui vous concerne. Pour les entreprises, si les dépenses d'électricité et de gaz représentent plus de 3% du chiffre d'affaires, l'État prendra en charge la moitié du surplus de leur facture énergétique. Ça vous parle? Ça vous touche? Oui. Alors non, ça ne va pas me toucher. Ça vous concerne? Je pense qu'il y a deux types d'entreprises qui vont être concernées. Certaines PME qui ont des activités électro-intensives et les gros transformateurs, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment utiliser l'énergie de manière intensive pour transformer le minerai en métal, ou transformer le métal en plaques, etc. Nous, on n'est pas concernés directement par cette mesure, mais je pense qu'elle s'adresse d'abord aux PME et ensuite aux gros électro-intensifs. Donc nous, on ne fait pas partie ni d'une catégorie ni de l'autre. Ceci étant, il y a un élément important quand même dans ce plan résilience. Aujourd'hui, quand on veut acheter du métal, il faut pratiquement payer tout de suite, parce que l'offre est ouverte 4 heures et on doit le payer immédiatement. Donc les avances de trésorerie et le maintien du PGE, je pense que ça va être vraiment salutaire pour toutes les entreprises de l'industrie qui sont concernées par ce type de règlement et d'impact sur leur trésorerie. Donc ça va aider, clairement. Dans le sens où, je me permets de repréciser, les entreprises qui ont de la trésorerie, qui peuvent payer tout de suite, cash, grosso modo, j'ai envie de dire à l'arrière du camion direct, pour ne pas dire au cul du camion, voilà, j'avais envie de le dire. On est là-dedans, on est dans cette ambiance. Mais pour certaines, oui, pour certains métaux, oui, c'est comme ça. Alors, et qui dit pas de trésorerie dit pas de possibilité d'acheter. Donc c'est vrai que ce plan résilience peut aider. Clairement, il peut aider. Et ensuite, je sais qu'il était indiqué également qu'il y avait un certain nombre de prêts qui pourraient être mis en place. Voilà, donc à suivre. Mais je pense que ça peut aider. Après, est-ce que ça sera suffisant? C'est une autre question. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans le court terme. Dans le court terme, ça peut aider énormément les entreprises à passer un cap. Deuxième étape, le chômage partiel, oui, parce que vous l'avez entendu certainement, l'usine Volkswagen en Allemagne arrête des lignes parce qu'elle avait un énorme sous-traitant qui était basé en Ukraine, malheureusement. Et certains sous-traitants automobiles aujourd'hui, en Lorraine, sont impactés. Donc cette mesure également sur le chômage partiel peut aider. Mais encore une fois, il faut que ça soit, faut pas que le conflit dure trop longtemps, il ne faut pas que cette situation s'éternise. À nous de nous adapter et entre-temps de trouver des solutions pour rebondir. Et puis ce qui peut faire évidemment très mal aux finances de l'État, c'est qu'on sort de la crise sanitaire où voilà, la planche à billets et les emprunts, tout le monde y allait franco. Ça va être peut-être délicat pour les pouvoirs publics de ne pas faire autant, voire plus. Ça va être compliqué comme pour tous les autres États, mais je pense clairement, le seul moyen pour le moment, c'est de soutenir. Après, on verra. Il faut gérer les urgences, éviter que tout s'écroule. C'est ce qui est mis en œuvre. Et à nous de travailler, inventer demain. Inventer demain. On va peut-être en reparler en fin d'émission si on a le temps. Jérôme Mathieu, je reviens avec vous. Pardonnez-moi, je vous ai fait un petit peu patienter. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, forcément. L'agriculture, notre département, qui dit Ukraine, on a évidemment entendu parler des cours du blé qui s'affolent, des cours qui dit blé, dit farine, dit produits, etc. Dans notre département aujourd'hui, en termes d'agriculture, en termes de production agricole, qu'est-ce qui est impacté? Qu'est-ce qui s'en sort le mieux? Qu'est-ce qui va s'en sortir sur du court ou moyen terme? Toute l'agriculture est impactée déjà parce que, il y a la crise sur l'énergie. Et l'agriculture consomme de l'énergie. Quand on parle du fuel, du gasoil non routier, on en consomme. Et quand un céréalier, un producteur de céréales, et ce n'est pas la majorité dans les Vosges, consomme 50 litres de fuel à l'hectare, un éleveur, il consomme le double. Pourquoi ? Parce que l'éleveur, il a déjà les travaux en plus pour vider les animaux, épandage, etc. Et puis un éleveur, c'est aussi des camions. C'est aussi un camion qui vient ramasser le lait tous les 2 jours. Donc c'est aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de fuel, entre guillemets, qui est consommé. Donc c'est déjà un impact important. Après, le prix du blé, effectivement, s'envole
pourrait se dire, bah, le céréalier, ça va être une bonne année. Alors d'autre part, après, ça dépend s'il a stocké ou pas. Mais dans les Vosges, c'est des éleveurs, donc qui consomment aussi des céréales pour l'élevage. Donc des charges qui augmentent de façon extrêmement importante. Et derrière aussi, on est très dépendant de nos filières, effectivement, de l'industrie agroalimentaire, qui sont aussi très consommateurs d'énergie et qui prennent aussi de pleine face tous ces coûts d'énergie pour la transformation, et avec une problématique de répercuter le prix à la distribution et donc aux consommateurs. Donc on est vraiment pris dans un étau à ce niveau-là, et toutes les productions, et principalement, toutes les productions, mais des productions d'élevage vont être très impactées, et avec des cours des matières que l'on vend, hein, le lait et la viande, qu'on voit qui le fromage derrière, qui commence à stagner. Donc avec des augmentations de coûts de production, ça va être compliqué. Donc on a un vrai besoin de soutien, c'est pareil, hein, de soutien. On a déjà des soutiens, hein. Quand on parle du gasoil non routier, il y a déjà une fiscalité intéressante avec un remboursement de la TIC, de la TIPP. Mais aujourd'hui, il y a un problème d'offre, et c'est une crise aussi de l'incertitude. Et l'incertitude, ça amène des comportements erratiques, comme la semaine dernière où on pensait avoir une pénurie sur le GNR, parce que tout le monde a voulu stocker, que ce soit les paysans, que ce soit le TP. Et en fait, ça a fait monter les prix, et on avait du GNR TP, la semaine dernière, travaux publics, du GNR, du gasoil non routier, du fioul rouge, comme on dit, hein, qui est arrivé à 2 euros, 2,10 €, plus cher que le gasoil à la pompe. Alors que normalement, on est plutôt sur un gasoil à 80 centimes, 1 euro. Donc c'est une situation très tendue. Et puis, derrière, la volatilité de tous les prix, pareil, sur les engrais, on n'en parle même plus des engrais. Hein. Les engrais azotés, ils sont à 1 200 € la tonne, c'est même pas la peine, alors qu'on est d'habitude à 300, 400 selon la période. Parce que la Russie est un gros producteur d'engrais. Alors, pour le moment, la Russie n'a pas arrêté de livrer, comme disait Mme Baxelaire. Mais aujourd'hui, il y a aussi, faut le dire, hein, une spéculation sur tous les marchés, puisque peut-être que ça va manquer. Faut peut-être qu'on augmente. Donc c'est une problématique, mais on a besoin d'engrais azotés pour produire l'alimentation de nos concitoyens et l'alimentation de nos animaux et derrière de nos concitoyens. Et ce qu'on craint aussi derrière tout ça, il y a toutes ces conséquences directes qu'on mesure sur nos exploitations, dans nos entreprises. Par exemple, l'abattoir de Rambervillers, qui est un abattoir de service où on a mis un atelier steak haché en route il y a 6 mois. Coût de l'électricité, l'augmentation du coût de l'électricité, c'est 380 000 €. 17% du chiffre d'affaires. Par rapport sur l'année. Sur l'année, à partir du 1er avril, avec un nouveau contrat. Donc, la coopérative, qui est une coopérative de service, va répercuter aux agriculteurs qui transforment. Mais derrière, la répercussion, c'est qui va être capable après de payer toute cette alimentation, sachant que juste sur l'énergie, le consommateur lambda aujourd'hui est protégé par le bouclier fiscal sur le gaz, qui coûte, je crois, à peu près déjà 20 milliards. Mais pas les entreprises. Et le consommateur, quand il va prendre les hausses de l'énergie, de l'alimentation, etc., ça va être compliqué. Et c'est toutes les filières agricoles. On peut aussi parler de la forêt. La forêt, les scieries sont des gros consommateurs d'électricité pour faire tourner les scieries. Donc ça va aussi se tendre là-dessus. Et c'est l'effet papillon, comme on dit. Hein. Il y a l'effet papillon qui va nous toucher. On parlait tout à l'heure du blé. On pourrait se dire, nous, on est autosuffisant en blé, on en vend. Alors, ils nous vendent. Sauf qu'il y a différentes catégories de blé. Sauf qu'il y a différentes catégories de blé. Et d'autre part, il y a ce qui se passe autour de nous. Détaillez-nous ça, qu'on comprenne bien. Il y a différentes catégories de blé. Il y a du blé meunier, donc pour faire le pain, du blé fourragé pour justement l'alimentation animale. Nous, la France, l'agriculture, on a demandé à l'agriculture de monter en gamme, donc on fait de plus en plus de blé meunier. Pour l'alimentation humaine. Pour l'alimentation humaine. Et on importe beaucoup de blé fourragé. Derrière ça, quand les échanges sont compliqués, ça tend les situations. Et puis, il y a ce qui se passe autour de nous. On parlait tout à l'heure avec la Turquie. La Turquie, globalement, le Maghreb, sont extrêmement dépendants
des productions agricoles et agroalimentaires de la Russie et de l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile, ils ont un peu de difficulté à s'approvisionner. Donc ils reviennent sur les autres marchés et on recrée de la tension et on recrée de la spéculation. Mais derrière, en termes de production, moins d'énergie, enfin, il va falloir qu'on consomme moins d'énergie ou trouver des solutions. Et si les agriculteurs, en tant que tels, n'arrivent pas à répercuter les hausses, parce que soit les industries ne pourront pas le faire, soit le consommateur ne pourra pas le payer, sans soutien de l'État, ben, on va produire moins. On va s'adapter. Est-ce qu'il y a pour autant, parce que oui. c'est excessivement complexe, je veux dire, chaque production, on l'a bien compris, vous avez donné l'exemple du blé, chaque production a ses filières, a ses problématiques d'approvisionnement, d'écoulement en livraison, je veux dire, ici ou à l'étranger. Y a-t-il en matière agricole des opportunités? J'ai envie de dire, voilà, j'aime pas bien le terme évidemment parce qu'on est face à une guerre, mais y a-t-il des opportunités pour l'agriculture française, l'agriculture vosgienne dans cette situation? Des opportunités de développement, de consolidation, que dis-je? Il va y avoir des adaptations à faire. Si on parle au niveau de l'agriculture française, on est en pleine réforme de la politique agricole commune, qui est la seule politique intégrée qu'au niveau européen. Et pourquoi on a fait cette politique? Juste un petit rappel, pour que l'alimentation soit moins chère pour l'ensemble de nos concitoyens, globalement au niveau européen, et que l'on assure et qu'on en assure la sécurité alimentaire, parce que quand les gens ont le ventre plein, c'est quand même déjà un avantage certain. Et cette politique agricole commune, par exemple, et là on est en train de la renégocier pour 2023, elle prévoit toujours 4% de jachère en France. Ok. Il faut que l'on se remette à produire. Et produire de l'alimentation, mais pas que. L'agriculture a aussi une carte sur la production d'énergie, même si ce n'est pas exclusif. Mais on est sur les territoires, on peut peut-être produire de l'énergie. Alors, vous me tendez une perche. Je vais lancer. Voilà, on se regarde quelques images d'une unité de méthanisation. On a beaucoup parlé de gaz dans la première partie de l'émission. Du gaz, alors certes, on en importe 17% en France donc, qui proviennent de Russie, mais on en produit aussi du biogaz. Oui. Là, on est sur, je me permets de le préciser, on est sur l'unité de méthanisation de Chaumouzet, qui est la seule unité de méthanisation qui produit du véritable biogaz, enfin du gaz qui est directement injecté dans un réseau de distribution et donc de consommation de gaz, à savoir grosso modo le réseau d'Épinal, enfin ça part sur le réseau. Voilà, là c'est de la production locale, consommation locale. En d'autres termes, je me permets de détailler, ce n'est pas une unité de méthanisation qui permet principalement de faire de l'électricité, ça fait de l'électricité et du gaz. Là, on a un bel exemple de véritable opportunité à développer, à parfaitement encadrer. Un exemple, alors dans les Vosges, on l'a développé parce que... On en est à une quarantaine d'unités de méthanisation. 46 unités de méthanisation parce que les agriculteurs voulaient à la fois valoriser l'élevage, parce que dans les Vosges, l'ensemble des unités de méthanisation, c'est 75 à 80% d'effluents d'élevage. Du lisier et du fumier. Du lisier et du fumier, effectivement. Parce qu'ils voulaient à la fois des éleveurs qui valorisent en lait, en viande, mais qui voulaient aussi valoriser l'autre partie en énergie. Et effectivement, vous montrez l'unité de méthanisation de la Bonne Franquette, de Gironcourt, parce qu'eux, ils ont la chance d'être à côté du tuyau, parce qu'après, il y a la position, et ils peuvent injecter directement. Les autres unités produisent toutes du vrai biogaz, ce que vous disiez tout à l'heure, du vrai biogaz. Ils produisent tous du vrai biogaz aussi, sauf qu'ils ne sont pas à côté d'un réseau gaz. Et donc, ils brûlent le gaz et ils fabriquent de l'électricité. Mais effectivement, c'est ce système-là qui est le plus efficient, mais qui nécessite le plus d'investissement. Et sur la méthanisation, il faut aussi arriver à des unités relativement importantes, parce que la petite méthanisation, même si on sait en France, small is beautiful, plus c'est petit, mieux c'est. Il y a des process industriels, il faut un certain volume pour amortir les charges. Donc celui-là ne fonctionne pas. Mais l'agriculture peut effectivement avoir une carte. Sauf que si on veut développer demain encore plus de gaz, il faut aller à du gaz porté, c'est-à-dire de la collecte de gaz. Mais après, c'est le chat qui se mord la queue, parce qu'il faudra que j'aille voir M. Paquet pour qu'il vienne collecter notre gaz, sauf avec des coûts en plus. Et après, il faut faire très attention à ce que ça ne concurrence pas l'alimentation.
les productions alimentaires. Bon, ça, on va se permettre de le Oui. repréciser, c'est parfaitement réglementé aujourd'hui. C'est parfaitement réglementé. À C'est savoir 2% les fameuses cives, les Voilà. cultures intermédiaires à vocation énergétique. Sauf que pour ces cives, il faut aussi les semer et les récolter. Donc avec une énergie chère, tout tourne autour de l'énergie. Et après, parce que rappelez que dans les Vosges, c'est 2% de la surface agricole utile qui passe dans ces méthaniseurs aujourd'hui. Voilà, mais allons-nous revenir au début du XXe siècle, où la moitié de la production alimentaire était pour l'énergie. On oublie de le dire. Parce qu'au début du 1900, on produisait beaucoup d'avoine et de blé pour les chevaux. Pour l'énergie. Pour l'énergie, pour travailler le sol. Mais on va pas revenir à ça. Donc mais on a des cartes à jouer. Et on a des cartes à jouer encore dans notre milieu rural sur d'énergie photovoltaïque. Bien entendu, sur les toits principalement, ou sur des terres qui ne produisent pas quoi que ce soit, on a des cartes à jouer. Mais cette adaptation, elle est là aujourd'hui, c'est qu'on est face à un choc extrêmement violent. Et que l'adaptation prendra du temps. L'adaptation dans la violence, beaucoup de temps. C'est compliqué. On n'est pas une industrie, mais globalement, on est une industrie. On a l'industrie agroalimentaire derrière nous aussi, et que les adaptations, et que c'est nouveau aussi. Enfin, c'est nouveau pour tout le monde. On a eu le Covid qu'on a traversé, tant bien que mal. Nous, l'agriculture, depuis une paire d'années, on a imaginé, enfin pas imaginé, on réfléchissait, on met en place des dispositifs sur les aléas climatiques. Mais celui-là, on ne l'avait pas vu arriver. Et personne ne l'avait vu arriver. Faut pas... Nathalie Vaxelaire, par rapport à tout ce que vient de nous raconter Jérôme Mathieu, qui est très prolixe, évidemment, on vous écouterait longtemps, ça vous inspire quoi cette agriculture, j'ai envie de dire 2.0, parce qu'évidemment c'était important aujourd'hui de parler agriculture par rapport aux conséquences sur toutes ces exploitants agricoles et toutes ces surfaces agricoles qui occupent une grosse partie de notre département, mais ça va au-delà. On vient de parler d'énergie, de production d'énergie. Ça vous inspire quoi, vous, dans l'industrie ? En fait, clairement, il faut sans arrêt réinventer le modèle. Je pense que c'est parfois au travers des crises qu'on peut évoluer le plus rapidement. Et peut-être que celle-là en sera un exemple supplémentaire. En tout cas, dans l'agriculture, vous optimisez toutes les ressources de A à Z, et vous allez jusqu'à produire de l'énergie, comme vous l'expliquiez si bien. Dans l'industrie, on a commencé à travailler sur le recyclage. Mais je pense que ça va être aussi, de la même manière, un élément sur lequel il va falloir qu'on travaille plus intensément et qu'on regarde dans sa globalité, parce qu'aujourd'hui, une grande partie des déchets repartent à l'étranger pour être recyclés. Est-ce qu'il ne faut pas demain les garder et les recycler en interne ? Jusqu'à présent, effectivement, il y avait des facteurs de coût qui n'étaient pas en faveur du recyclage français. Demain, le prix de la matière première et le prix de revente étant différents, ça peut changer un petit peu la donne. Donc, au travers de toutes ces crises, on a des opportunités. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à des choses qui arrivent aujourd'hui et maintenant. De façon incroyablement soudaine. Et ces opportunités, il va falloir quelques mois, quelques années pour les mettre en place. Parce que ce sont des circuits complets à réinventer. Idem pour les minerais, etc. Il en existe ailleurs, mais aujourd'hui, les routes maritimes ne sont pas en place, les contrats ne sont pas en place. Avant de mettre tout ça en place, il faudra des mois, voire peut-être 1 an, 2 ans. Donc, on a des opportunités, oui. Il va falloir qu'on définisse quelles sont les priorités essentielles qu'il va falloir travailler dès à présent et sur lesquelles il va falloir aller vite pour qu'on sorte rapidement de cette ornière. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde difficile, sans visibilité, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on regagne notre indépendance. Alors ça veut dire aussi peut-être qu'à un moment donné, la transition énergétique sur laquelle on était investi, il faut peut-être recaler tout ça dans le temps, parce qu'il y a peut-être des priorités qui diffèrent aujourd'hui. Merci beaucoup. Il va falloir y repenser. Merci beaucoup ensemble. Nathalie Vaxelaire de cette hauteur d'esprit, je veux dire, sur l'ensemble des filières industrielles sur notre département. Jean-Louis Daoulas, je vous donne le mot de la fin, vous qui êtes en première ligne par rapport à l'aspect humanitaire, évidemment, de cette crise. Nous sommes jeudi, là, tout de suite, maintenant, les prochains jours, vous allez faire quoi ? Les prochains jours, nous allons continuer notre mission. Donc, continuer à accueillir les personnes.
Je dirais, on revient à notre cœur de métier. La Croix-Rouge est née sur un champ de bataille. Pas l'oublier, à Solferino. Ça fait plus de 70 ans que la Croix-Rouge est auprès de toutes les victimes de guerre, quel que soit le parti, hein, c'est ce qu'on appelle la neutralité chez nous. Et pour nous, le but du jeu, c'est d'accueillir toutes les personnes qui sont en difficulté. Ça va être, bien entendu, les personnes directement issues du conflit, mais par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est aussi tous les faits papillons et toutes les difficultés qui vont arriver par les crises de l'énergie, comme ça, où il va falloir que l'on puisse essayer de pallier. Et y compris, si je vais un peu plus loin dans le sens de votre réflexion, y compris évidemment les Vosgiens, les Vosgiennes. Y compris les Vosgiens, bien sûr. Merci infiniment de votre participation à cette émission. On aurait encore plein de choses à se dire, mais on va s'arrêter là et on va souligner évidemment le travail extraordinaire des associations de solidarité, d'entraide humanitaire, locale, nationale, internationale, évidemment, face à cette crise. Félicitations à vous tous. Et on l'a bien compris, il y a un branle-bas de combat, évidemment, tous azimuts, les acteurs économiques, les collectivités, les services de la préfecture, etc. Des actualités à suivre, notamment dans notre journal, tous les soirs du lundi au vendredi à 18h. Bonne continuation. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.